Donc, bonjour, excusez-nous de ce retard. Donc, nous sommes réunis ce soir à la librairie Chan et dans une réunion organisée par l'Acanien d'études et de recherche. Et je voudrais d'abord remercier la librairie Chan de nous accueillir. Et puis, donc, nous allons débattre du dernier ouvrage de notre ami Roland Chemama, qui s'appelle, comme vous le savez certainement, La psychanalyse comme dialogue. Et pour ce débat, nous avons l'honneur d'accueillir le professeur Vladimir Safatli, qui est professeur de philosophie à l'Université de São Paulo, et qui est un ami parisien aussi, des universités parisiennes. Et d'autre part, nous avons le plaisir aussi d'avoir un échange, de pouvoir avoir un échange avec le professeur Jean-Marie Donegani, professeur émérite de psychique et psychanalyste, et puis moi-même, Christian Hoffmann, voilà, qui va commencer par poser quelques questions à notre auteur et psychanalyste Roland Chemama. Je commence par poser une question ou... Oui, voilà. Donc, il s'agit pour nous ce soir de discuter de cet ouvrage au titre qui peut paraître d'abord quelque peu étonnant, La psychanalyse comme dialogue. Mais il faut dire que ça sonne bien. Alors, c'est un ouvrage qui a été écrit, comme Roland Chemama l'a dit, pendant la période de confinement, déconfinement du Covid, où notre pratique a considérablement changé. Et je pense que cette pandémie a contribué à précipiter effectivement cette nouveauté de parler de psychanalyse et de pratique analytique en termes de dialogue. Du fait même que, ça n'étonnera personne, nous savons depuis des décennies maintenant que les demandes d'analyse ont changé depuis les années 70, la clinique a changé en même temps et la pandémie n'a fait que précipiter ces changements, et ce qui fait que la question de la pratique comme dialogue analytique est peut-être tout à fait la bienvenue, et c'est de ça que nous allons discuter ce soir avec Roland Chemama. Alors, pour introduire cette discussion, il est vrai que nous ne pouvons pas entériner le terme de dialogue sans faire un petit travail généalogique à la Foucault du concept de dialogue. Ce concept de dialogue nous ramène historiquement, inévitablement, dans la philosophie, au dialogue socratique. Et nous savons que Lacan adorait Platon et les dialogues socratiques. Alors, nous savons depuis l'Antiquité, justement, que l'interprétation de ces dialogues est interrogée sous trois formes, qui sont trois approches différentes. Je vais vite les citer. Il y a premièrement une interprétation unitariste, à savoir que le terme, une interprétation unitariste où la forme dialoguée est un moyen d'exposition explicite de la pensée. Première interprétation. La deuxième interprétation est une interprétation qu'on appelle ésotérique, où les dialogues seraient provisoires et inachevés sur le plan doctrinal. C'est la position que nous connaissons de Schleiermacher et de Léon Robin. Et puis, il y a une troisième position qu'on appelle l'interprétation maïeutique, soutenue par quelqu'un comme Léo Strauss, où c'est au lecteur de se former son propre jugement à partir du dialogue. Et là aussi, il y a deux formes.
la première forme vise à ce que le lecteur arrive à une idée déterminée, et la deuxième forme est justement l'idée que le lecteur arrive n'arrive pas à une issue déterminée, c'est-à-dire qu'on reste sur un indéterminé. Hein. Alors, à partir de ce trop bref travail, trop bref ancrage de la notion de dialogue dans les dialogues socratiques, on peut se poser néanmoins la question du surgissement aujourd'hui, à la fin de cette pandémie, comme on l'espère, de la notion chez Roland Chemama de dialogue analytique. D'où ma première question, comment il positionne aujourd'hui cette idée de dialogue psychanalytique, notamment par rapport à la question de l'énonciation, hein, et de l'interprétation. Autrement dit, comment, à partir d'une pratique du dialogue analytique qui a son poids de réel dans notre expérience aujourd'hui, c'est évident, je crois, hein, mais néanmoins, comment, à partir de cette pratique, il arrive à faire entrer ses patients dans ce que Lacan avait à cœur dès l'envers de la psychanalyse, à savoir le discours analytique. Bon, Christian, je te remercie d'avoir donné une entrée en matière riche et en même temps ramassée, comme tu sais le faire. À vrai dire, je ne suis pas sûr que j'avais dans l'esprit, en écrivant mon livre, les différentes formes de dialogue que tu cites très justement. Non, je vais reprendre certains points que j'ai entendus dans ce que tu disais, parce que c'est aussi des choses qu'on m'a dites soit une fois que le livre était paru, soit même avant, alors que j'en parlais à des amis. Certains d'entre eux, par exemple, effectivement, comme toi, ont pu dire que le titre pouvait être surprenant, hein, déjà. Dans puisqu'au fond, tu commences par là. Alors, le titre peut être surprenant parce qu'évidemment, dans les représentations traditionnelles qu'on se fait de la cure analytique, l'analyste est tellement silencieux, hein, tellement attentif à ne pas parler d'une manière trop triviale, à attendre que véritablement il y ait des choses à dire, une interprétation, une scansion pertinente, que on a du mal à parler d'un dialogue qui semble supposer plus d'égalité dans la distribution des paroles, hein, pourtant, il me semble que si aujourd'hui nous devons donner une place à la psychanalyse, et je dirais que pour ma part, je partirais du désarroi au-delà de la psychanalyse. Hein. C'est-à-dire, si nous devons donner une place à la psychanalyse dans le désarroi d'un sujet contemporain qui ne sait pas pourquoi, sur des sujets sur lesquels apparemment on pourrait discuter, s'entendre, faire des compromis, etc., pourquoi il y a tant de conflits, hein, eh bien peut-être que la psychanalyse pourrait enseigner que dans sa pratique elle-même, il y a une parole qui n'est pas péremptoire et en même temps qui est une parole. C'est-à-dire que même si l'analyste parle relativement peu, même s'il n'affirme pas les choses d'une manière tranchée, enfin des opinions, hein, mais il parle. Et alors, aussi, plusieurs ont voulu voir comme intérêt principal de ce livre des choses qui apparaissent pas au début du livre, et c'est-à-dire qui vont dans le sens d'une interrogation sur ce qu'on peut aborder de la question de la politique à partir de la cure analytique. Je dois dire que je suis tout à fait d'accord pour cette orientation. Mon livre précédent portait sur les rapports directement entre psychanalyse et politique, hein,
Mais dans celui-ci, j'ai eu envie de repartir d'une interrogation sur notre expérience. Et cela en me servant d'auteurs qui, en général, ne sont pas considérés comme forcément orthodoxes. Hein. Je me suis beaucoup servi de Ferenczi, qui est un auteur que j'aime beaucoup, et qui, lorsqu'il aborde la cure, montre que déjà à l'époque où il écrivait, donc dans les années 20, 30, 1920, 1930, la cure analytique s'était profondément transformée et que l'analyste prenait de plus en plus de hauteur, on va dire, c'est-à-dire qu'il flottait au-dessus du malheureux patient, transformé en comment dire, infantilisé d'une certaine manière, puisqu'au fond, tout se passait comme si, bon, lui parlait, mais tout ce que l'analyste voulait en faire, c'était d'aller pêcher ce qui l'intéressait du point de vue analytique et de le renvoyer sous forme d'interprétation sans jamais véritablement s'engager dans une, enfin visiblement sans être dans une véritable présence. Alors que, bon, je crois que la notion de présence de l'analyste qui existe chez Lacan est essentielle. Ça pourrait me mener d'une manière plus ou moins rapide à la question de l'énonciation que tu poses. Hein. Effectivement, peut-être qu'on pourrait dire que dans le pire des cas, l'analyste intervient comme s'il n'était jamais dans une énonciation, c'est-à-dire comme s'il n'était pas engagé dans une parole comme chacun de nous peut l'être lorsque nous avons à soutenir un point de vue, lorsque nous avons à contredire un ami, mais ça veut dire en nous engageant pour ce qu'il dit, c'est les nôtres, etc. D'une certaine façon, il y a une façon de pratiquer l'analyse qui efface l'énonciation de l'analyste. Hein. Il relève des rapprochements de phonèmes, il relève des termes qui reviennent dans ce que disent les analysants, et tout se passe comme si c'était un exercice purement formel. Et puis, comme si, justement, il se privait, comme s'il était forcé de se priver de ce qu'il y a de plus vivant dans la parole, dans l'énonciation, c'est-à-dire de se montrer comme un être comme un autre qui a envie de plaisanter. Dans le livre, je ne sais pas si je vais prendre le temps de rapporter l'exemple, mais je vais chercher dans le livre de Freud, tiens, voilà, c'est quel livre de Freud? Tiens, c'est amusant. C'est un des premiers livres sur le mot d'esprit et ses relations à l'inconscient. Et j'ai été chercher dans ce livre un passage, un peu au hasard d'ailleurs, je feuilletais ça, puis je suis tombé là-dessus, où Freud est là, reçoit une patiente, veut lui dire qu'aujourd'hui ce sera sérieux, donc utiliser l'adjectif allemand Ernst, et s'amuse à prononcer différemment Ernst, ce qui n'a pas de sens particulier, et lui-même apparemment n'y mettait pas de sens. Mais à partir de cela, la patiente va faire un lapsus et va revenir non seulement sur ce lapsus, mais sur d'autres associations qui lui viennent, et au fond qui n'aurait pas été possible si l'analyste n'y avait pas été comme ça, un peu légèrement dans une parole qui n'était pas en quelque sorte cadrée au millimètre. Hein. C'est justement en tant qu'il est sorti des clous que quelque chose de l'inconscient chez cette patiente a pu se manifester. Alors là, j'essaye dans mon livre de montrer comment un rapport un peu vif, un peu vivant à la parole dans un dialogue peut avoir une valeur pour le travail même de l'analysant. Ah, il faudra encore développer une chose. Et par ailleurs, à partir de ce que je décris là, de ce qui me paraît essentiel, il y a déjà un premier appel qui apparaît dans
dans la question du rapport entre analyste et analysant qui se retrouvera vers la fin du livre dans l'idée des relations à l'intérieur d'une association d'analystes. Hein. C'est-à-dire que selon la conception du transfert qu'on peut avoir, on a des conceptions de l'association analytique différentes. Hein. Donc voilà. Peut-être un dernier mot, Christian, parce que je ne vais pas reprendre toutes tes définitions du dialogue, hein. Mais Socrate, puisque tu cites Socrate, simplement. Hein, c'est vrai que c'est traditionnel, hein, de faire de Socrate l'ancêtre des analystes, hein, dans sa façon d'interroger le sujet, de lui montrer qu'il en sait plus qu'il ne croit, hein, de faire appel à un savoir, je ne sais pas s'il faut dire inconscient, l'esclave par exemple, mais non, qu'il interroge. Il y a donc tout cela. Alors curieusement, on a fait effectivement de ça une illustration, une métaphore de l'analyse, alors que par ailleurs, dans ce que on a retenu par ailleurs de Lacan, c'est plutôt l'analyste qui est supposé être mis en position de sujet supposé savoir. Hein. Alors, je ne discute pas précisément de cela, puisque je ne t'avais pas de mes côtés pour m'interpeller pendant que j'écrivais, j'ai manqué d'un dialogue, mais ce que je dirais, si aujourd'hui je dois répondre, c'est qu'au fond, le savoir, il est ni d'un côté ni de l'autre. Il est supposé, mais bien plus ne le recueille que par ce que dit l'analysant, et il est chez l'analysant, mais à condition que l'analyste l'interpelle ou l'interroge de la bonne façon. Hein. Et ça, on pourra peut-être aussi y revenir, mais peut-être que déjà comme première réponse à ce que tu poses comme question, je ne sais pas, on va peut-être continuer comme ça, si tu en as d'autres. Non, mais j'ai juste une petite question de doctrine, si je puis dire. Comme tu le dis toi-même dans ton ouvrage, le dialogue suppose deux protagonistes. Donc, si on prend ton idée au sérieux, ce qu'il faut faire, je pense, aujourd'hui, pour repenser la psychanalyse, cela voudrait dire que dans la pratique analytique, il y aurait deux sujets. Alors, au niveau doctrinal, il y a quelque chose qui cloche. Hein. Nous avons l'habitude, comme on le dit souvent, en tant qu'analyste, de nous adresser au sujet de l'inconscient. Ça veut dire que dans la pratique, il y a un sujet qui est le sujet de l'inconscient. Et est-ce qu'il n'y a pas, comment dire, une confusion possible, mais que tu vas certainement lever, à partir de la notion de dialogue, hein, qui suppose deux sujets parlants. Hein. Alors, il vaut mieux l'orienter, Thomas, à chaque fois quand même, ou non? Bon. Oui, Christian, en fait, la question est complexe parce que d'abord, tu le sais, Lacan a commencé, par exemple, par parler d'intersubjectivité, voilà, et ensuite il est revenu là-dessus en disant qu'il n'y a pas d'intersubjectivité. En même temps, plus tard, il n'a pas hésité à dire qu'il n'y a qu'un transfert, le transfert de l'analyste. Hein, ce qui, quand même, ce qui définit le sujet dans notre expérience, c'est le transfert, montre bien qu'il y est aussi dans position de transférer, et donc quoi? De ne pas être simplement effectivement l'objet représentant de l'objet petit a, qui sert de support au transfert de l'analysant et qui est appelé à être rejeté, etc. Il transfère lui aussi. Il transfère sur quoi? Sans doute pas sur la personne de son analysant. D'abord, il en a beaucoup d'analysants. Et puis, de toute façon, ce n'est pas ça le transfert. Il transfère sur la structure même du discours. Hein. Et en ce sens, il y est aussi engagé dans ce questionnement à travers ce qui lui vient, à travers ses associations, à travers ses... Hein, un analyste peut rêver de séances avec son patient. Hein, et donc, on voit mal comment on pourrait dire que toute dimension subjective est écartée. Hein. C'est certain que analystes et analysants ne sont pas exactement dans la même position par rapport à les dimensions subjectives.
C'est vrai que l'analyste doit se garder, ce que n'a pas à faire l'analysant, de toute dérive moïque. Après tout, l'analysant, il peut parfois être rappelé par l'analyste à tel ou tel réel ou à telle ou telle dimension symbolique, mais personne ne lui interdit de vagabonder dans son imaginaire. C'est vrai que l'analyste est un peu plus là-dessus en contrôle, mais il est quand même, il ne peut pas, d'une certaine façon, il ne peut pas entendre ce qui lui est dit si lui-même ne fait pas de son côté un travail associatif à partir de ce qui lui est dit. Bon, c'est une option, c'est une option. Bon, avant de passer la parole à Jean-Marie, je voudrais donner la parole à Joël Birman de Rio, qui voudrait poser une question. Joël, tu y arrives? Il n'entend pas. Bonjour à tous, bonjour. Bonjour, Chamama. Congratulations pour une fois pour ton bouquin. Évidemment, cette notion de dialogue, c'est une notion très polémique dans les champs psychanalytiques, à cause même qu'il n'y a pas de l'intersubjectivité, à cause même qu'il n'y a pas un rapport sexuel, si on peut dire avec le dernier Lacan. Mais je me rappelle qu'au début du mouvement psychanalytique français aux années 50-60, il y avait un monsieur qui s'appelle Valency, qui a écrit, si je me rappelle bien, un bouquin qui s'appelle Dialogue en psychanalyse. C'est un classique, c'est un membre de l'association psychanalytique de Paris. Il a écrit un bouquin là-dessus. Je pense qu'il avait un privilège qui donnait à la dimension du moi en psychanalyse. Non? Et de toute façon, je pense que cette notion de dialogue, pas seulement à cause de cette remarque maïotique de Socrate, non? Il faut se demander aussi quelle est la dimension sophistique de cette dialogue psychanalytique dans votre investigation. Comment cette parole de l'analyste, cette parole qui n'est pas une parole linéaire, cette dimension sophistique d'expérience se trouve présente. Et plus que ça, si on peut faire une opposition entre la maïotique de Socrate en tant que savoir de soi, de quelle façon on peut penser ce dialogue psychanalytique à partir de la catégorie Foucaultienne du souci de soi? De quelle façon l'expérience psychanalytique en tant que dialogue peut être repensée à partir de la dimension du souci de soi? Je pense que s'il y a une nouveauté dans la psychanalyse contemporaine, si c'est vrai que la pandémie a provoqué une certaine inflexion, je pense que ça va à la direction du souci de soi. Ça change la qualité du dialogue psychanalytique. C'est cette question-là que je voudrais t'adresser. Merci Joël. Oui, mais je voudrais quand même te demander de préciser un peu en quoi tu penses que ça intervient, cette attention au souci de soi, pour redéfinir parce que là, tu as une idée, il me semble que tu peux pousser un peu plus loin avant que j'essaye de t'y répondre. Je pense que la dimension du savoir de soi, cette dimension plus herméneutique de la psychanalyse, cette dimension d'une connaissance, d'une vérité intérieure au sujet, elle a une sorte de clash entre cette conception avec une conception du souci du sujet, comme on peut dire, comme direction d'une expérience psychanalytique. Ce n'est pas la même chose, non? La vérité va se présenter différemment. C'est à cause de ça que je me demande si l'inflexion contemporaine de la psychanalyse, surtout à partir de Covid-19,
ne pose pas dans une position de diriger l'expérience psychanalytique dans la direction du souci de soi. C'est ça que je me demande. Et à cause de ça, peut-être, la notion de dialogue se trouve pertinente aujourd'hui. C'est ça la question. Hein? Écoute, alors c'est là, je parle là. Il faut que j'appuie sur le bouton, non? Ça va. Je ne sais pas si je vais te répondre parce que je pourrais partir. Je trouve que ce serait le plus intéressant de ce qui s'est passé au moment du Covid, c'est-à-dire par rapport justement à cette notion de dialogue, le Covid nous a montré, nous autres analystes qui avons continué à pratiquer l'analyse, même hors cadre habituel, hein, hors divan, parfois hors rendez-vous régulier, avec le téléphone ou la visio, etc. Tout cela nous a montré qu'un certain nombre de coordonnées formelles de l'analyse n'étaient pas essentielles. Hein, et que, au fond, nous avons été amenés à rétablir l'essentiel de l'analyse à partir justement d'une autre façon d'écouter et de parler. Alors, est-ce que cette façon renvoie, enfin, ou peut être lisible à partir de ce concept foucaldien que je connais sans doute moins bien que toi, donc ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, il y a un moment dans l'œuvre de Foucault où la psychanalyse, dont par ailleurs il s'était inspiré, sur laquelle il avait travaillé, mais quand même est tenue à une certaine distance. Et cela apparaît bien d'ailleurs, si ce n'est directement dans son œuvre, du moins dans celle de certains de ses élèves. Je pense à Gros, par exemple, hein, Frédéric Gros, hein, voilà, que je cite, parce que il y a un moment où on avait l'impression qu'il y avait un soupçon chez Foucault et les Foucaldiens qui était que dans le dialogue analytique, du fait peut-être justement de ce silence trop systématique de l'analyste, l'analyse était sans arrêt sous le soupçon d'avoir à dire ce qu'il n'avait pas encore dit. Hein. Et en quelque sorte, il était comme ça, toujours en dette de quelque chose à exprimer. Hein. Ce qui, il me semble, si c'était le cas, et c'est vrai que certains analysants ont pu ressentir les choses comme ça, nous emmène, me semble-t-il, assez loin par exemple, cette notion que tu amènes. Je pense que Foucault, peut-être, aurait écrit autre chose sur notre pratique s'il avait pu suivre à la fois l'engagement dans la demande qui nous a été adressée pendant toute cette période et l'engagement de l'analyste dans ses réponses. Je ne suis pas sûr que je vais pouvoir aller beaucoup plus loin pour te répondre. Hein. Voilà. Merci. Donc, je passe la parole maintenant à Jean-Marie Donegani. Oui, là, oui. Jean-Marie, c'est à toi. Alors, bon, je vais partir de ce que Roland pose au début de son texte, c'est-à-dire qu'il présente la scène analytique comme un lieu, vous vous souvenez, où l'individu peut parler sans se faire attaquer. Je trouve que cette notation est importante parce que vous voyez qu'elle recentre la psychanalyse immédiatement sur sa fonction sociale et politique. Inventer un lieu où l'individu peut parler et ainsi, me semble-t-il, contribuer à passer d'une société d'individus à une société de sujets. Vous savez comme moi qu'il y a deux sources à l'anthropologie de la modernité, deux types aussi de critiques de la modernité. La première, c'est la modernité individualiste. L'individu, c'est une valeur dans cette conception, puisque la logique de l'égalité, un homme vaut un homme, permet d'universaliser, par exemple, le droit de suffrage, hein, et de traduire politiquement une telle valeur. L'individu, c'est un principe.
puisque dans cette logique de la liberté, seul l'homme peut être pour lui-même la source de ces normes. Évidemment, tout aussitôt, on a en tête la critique de Tocqueville, de l'individualisme. Vous vous souvenez, dans La démocratie en Amérique, il écrit « À mesure que les conditions s'égalisent, il se rencontre un plus grand nombre d'individus qui ont acquis ou conservé assez de lumière et de biens pour pouvoir se suffire à eux-mêmes. Ceux-là ne doivent rien à personne. Ils s'habituent à se considérer toujours isolément. Ils se figurent volontiers que leur destinée est entre leurs mains. Ainsi, non seulement la démocratie fait oublier à chaque homme ses aïeux, mais elle lui cache ses descendants et le sépare de ses contemporains. Elle le ramène sans cesse vers lui seul et menace de le renfermer enfin tout entier dans la solitude de son propre cœur. » Cette citation est célèbre parce qu'elle porte une critique essentielle aux sociétés modernes qui sont porteuses, selon lui, d'un risque mortel. C'est cette idée que l'irruption de l'individu menace de se solder dans l'atomisme et de conduire au face-à-face. L'individu isolé est évidemment d'un état tutélaire qui va ensuite les opprimer, n'est-ce pas? Mais il y a une autre modernité, la modernité subjectiviste. Pour toute une tradition de la philosophie moderne, la valeur suprême, ce n'est pas l'individu, ce n'est pas l'indépendance et la liberté sans entrave, c'est l'autonomie. L'autonomie comme soumission à des règles que l'on s'est données. Donc il y a une dépendance à l'égard de règles, mais une dépendance conçue comme compatible avec la liberté, puisque c'est l'humain qui devient le fondement et la source des normes et des lois. Alors, ce que je voudrais dire ici à propos de cette dimension politique de l'ouvrage de Roland, c'est qu'il me semble que on peut, au fond, considérer que cette idée de la souveraineté, de la souveraineté individuelle qui s'est déployée avec Descartes, avec les Lumières et jusqu'à Nietzsche avec la volonté de volonté, eh bien, elle conduit à ce devenir monde de la figure ultime de l'humanisme moderne, qui est la technique, c'est-à-dire la raison purement instrumentale. Alors, ce qu'on peut se demander à partir de ce rappel très bref et sa conjonction avec l'ouvrage de Roland, est-ce que la psychanalyse est une entreprise de subjectivation et donc une entreprise de critique de l'individualisme? Mais peut-elle alors être soumise à la critique du subjectivisme, c'est-à-dire une critique qui porte sur le volontarisme? Elle cherche à parvenir à la constitution de sujets, mais, semble-t-il, et c'est ce qui est propre à la psychanalyse, en évitant les méfaits du volontarisme qui accompagne d'abord le subjectivisme. Et elle cherche à y parvenir en posant des lois de la subjectivation qu'elle cherche ou qu'elle trouve dans l'économie langagière, dans ce principe de castration qu'elle tire de l'économie langagière, de cette hétéronomie du langage. Donc, c'est pourquoi le sujet humain, contrairement à ce que donne la tradition subjectiviste, ne peut tout vouloir car il est un être parlant et il est pris dans les grès du langage, mais aussi, et ça nous concerne encore davantage peut-être, car il est pris dans la logique de l'intersubjectivité et des contraintes de l'énonciation. Alors, la cure analytique, si on la considère comme une entreprise de subjectivation assise sur l'intersubjectivité du dialogue, on peut se demander quel est le destinataire d'un discours de l'analysant où l'analyste, l'autre, accepte d'être pris pour un autre. Qui est cet analyste qui conduit la cure sur un océan de paroles dont il ignore les rivages? Mais sur cet océan de paroles, il ne se trouve pas sans boussole, n'est-ce pas?
c'est le mystère de l'analyse. Les chemins sont singuliers et pourtant, la boussole conduit à un port, puisque chaque fin d'analyse, c'est bien à un port qu'on aboutit, mais à un port qu'on ignorait, qui ne se trouvait sur aucune carte, et pourtant on peut le reconnaître comme port. Alors, à quoi reconnaît-on ce port? Et quel est ce dialogue où, comme le rappelle Roland, l'analyste n'est pas dans une position symétrique à celle de l'analysant, mais où la dimension du dialogue est amenée par sa seule présence, et où c'est le désir de l'analyste qui permet que l'analyse se fasse. Pourquoi, comme le rappelle Roland, le dialogue analytique serait plus proche du bavardage que de la conversation? Vous savez, si on lit l'ouvrage de Craveri sur l'âge de la conversation, on s'aperçoit, qui porte sur le XVIIe, sur la naissance de cette pratique, on s'aperçoit qu'il y a une éthique de la conversation, il y a des codes de la conversation. Et si la psychanalyse est dialogue, de quel dialogue s'agit-il? D'un dialogue de type conversationnel ou d'un dialogue de type platonicien, comme le rappelait tout à l'heure Christian. Un dialogue platonicien, il y a quelque chose de gênant dans cette idée à propos de la psychanalyse, c'est que, comme vous le savez, Socrate conduit avec la maïeutique le sujet, enfin l'interlocuteur, à la vérité. Il y mène parce qu'il connaît cette vérité. Et dans le dialogue habermasien ou rortien, au contraire, la vérité est inconnue de la recherche. Et la recherche elle-même ne repose que dans la foi que l'interlocuteur pose dans l'autre locuteur, et le respect des règles du jeu. Alors, de quel dialogue s'agit-il dans la psychanalyse? D'un dialogue sans but, ou disons vers un but totalement inconnu a priori, ou bien il y a quelque chose de l'ordre du su au départ, et du su par les coordonnées sans doute de la technique analytique. Ce que je voudrais dire pour finir, et pour passer la parole à Roland, c'est que ce à quoi, me semble-t-il, nous engage la pratique analytique, c'est à délaisser ce mythe de la vérité comme correspondance entre l'esprit et le réel. C'est un point qui a été largement développé par Lacan, comme vous le savez, lorsque il disait que c'est le monde des mots qui crée le monde des choses, lorsqu'il disait que c'est dans le nom du Père qu'il nous faut reconnaître le support de la fonction symbolique, qui depuis l'or et des temps identifie sa personne à la figure de la loi, on voit bien qu'est-ce que ça veut dire, eh bien que le réel n'est pas le vrai, et que la psychanalyse est la science du langage habitée par un sujet. Donc, ce que je veux dire, c'est que Lacan participe, ça me semble incontestable, à cette conception moderne du langage lorsqu'il pose que la vérité est distincte de la réalité, que la parole ne représente rien qui serait préalable à son énonciation. Et ce qui lui permet de tenir que la parole analytique et la réalisation du sujet, c'est précisément l'efficacité du pacte de vérité qui est scellé dans la fiction partagée, dans cette fondation performative du désir qui repose sur l'ici et maintenant de son action. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en définitive, la psychanalyse, notamment lacanienne, participe très certainement à cette conception pragmatique du langage, à cette conception donc ethnocentrique et contingente du langage. Et donc, si la langue psychanalytique conduit à l'ethnocentrisme et au relativisme, on doit se demander, bien sûr, si la psychanalyse elle-même peut reconnaître sa dimension relativiste, ethnocentrique. Je vous rappelle
ce livre assez étonnant du couple Ortigues, l'Oedipe africain, ou bien simplement les observations de Malinowski qui avaient été pourfendues par Jones, on voit bien que ce qu'il y a de structurel dans la psychanalyse, c'est peu de choses. Hein. Et ça s'accompagne de contextes extrêmement différents, et ça s'accompagne d'un contenu de la structure qui peut être radicalement différent. C'est quoi le structurel dans la psychanalyse? C'est le langage et c'est la différence. Et ce remplissage de la structure est tout à fait contingent. Et c'est là que se pose la question du dialogue entre deux locuteurs également légitimes qui se parlent dans des règles du jeu acceptées par les deux, mais sans aucune préconscience du remplissage de cette structure. Ce qui veut dire que la vérité qui peut sourdre de la scène analytique, c'est une vérité tout à fait contingente qui repose sur le « je tiens pour vrai et je reçois pour vrai ». Et pourtant, il y a des règles qui conduisent à reconnaître que se tenir pour vrai et se recevoir pour vrai est légitime. Donc je pense qu'avec la psychanalyse, on passe de l'épistémologie à l'anthropologie, mais ça veut dire qu'on passe aussi de la vérité à la croyance. Vous vous souvenez de la phrase de James, la vérité, c'est ce qui est avantageux au regard de nos croyances. Ça veut dire qu'on a une conception du moi comme réseau de croyances. Ça veut dire que la question de la vérité se dégonfle hein, et qu'elle se déplace simplement vers un vivre ensemble. Le problème n'est plus la correspondance entre l'esprit et la chose, mais la conciliation entre des esprits différents. Donc, si la vérité, c'est ce que je tiens pour vrai et qui est reçu pour vrai, si je peux passer de l'objectivité de la vérité à l'intersubjectivité de la croyance dans la pratique analytique, sur quoi repose cette entente langagière qui vient se substituer à toute autorité transcendante, extérieure? Comment peut-on affirmer que nous sommes parvenus à un port lorsque nous considérons qu'une analyse est parvenue à sa fin? Comment peut-on accepter dans ce dialogue qu'il soit possiblement pendant tout un temps erratique, en tout cas qu'il soit sans ligne de conduite? Est-ce que la conduite de l'analyse est nécessairement toujours volontaire et consciente de la part de l'analyste? Donc cette idée d'un dialogue m'a beaucoup interrogé parce que dans le dialogue, on a le sentiment qu'il y a deux locuteurs qui ont chacun une opinion différente, mais qui repose sur une grammaire acceptée par les deux. Et ici, je me demande, après la lecture du livre de Roland, si dans ce dialogue dont il perçoit la présence au creux de l'analyse, il n'y a pas plus encore quelque chose de beaucoup plus hétérogène que nous le pensions, quelque chose qui permettrait de dire que la fameuse boussole est elle-même relative. Voilà ce que je voulais poser comme question à mon camarade. Merci Jean-Marie. Roland? Oui, je ne sais pas si je vais répondre. Je vais remercier Jean-Marie de Negani. Je dois dire la chose suivante. Je suis très honoré des contributions que les collègues apportent par rapport à mon ouvrage. Et je me réjouis du fait qu'il y ait un enregistrement parce que comme j'essaye de voir si je pourrais répondre sur tel ou tel point, du coup, je ne note pas toute la richesse des choses amenées par les uns et les autres. Il va falloir que je réécoute pour tirer tout ce qui a tiré d'un parcours philosophique intéressant et important. Alors, je vais plutôt répondre d'une façon pointiste. D'abord, la conversation. Peut-être, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais ce qu'il y a comme illustration
en couverture du livre, c'est un meuble qui s'appelle une conversation. Oui. Cette espèce de fauteuil un peu bizarre, hein, où on ne sait pas très bien si des personnages se tournent le dos ou se regardent. Ils se regardent plutôt, mais de biais en biais. Hein, ils ne sont pas en face à face. Hein, il y a une sorte d'écart. Hein, quand je l'ai trouvé, ça m'a paru métaphoriser assez bien ce que je voulais dire d'un dialogue qui effectivement n'est pas dans la symétrie. Hein, et même si après on regarde encore mieux cette photographie, hein, il y en a comme ça quelques-unes sur Internet de ce meuble, la conversation, on s'aperçoit que ça ressemble terriblement à une bande de Möbius. Hein. C'est-à-dire que ça vient tourner et se replier, on a l'impression, hein, dans l'autre sens. Et voilà, et donc, conversation, après tout, si on a appelé ça conversation, c'est qu'on se rendait compte que la conversation pouvait comporter en elle-même, du fait de sa structure, des choses tout à fait passionnantes. Alors moi, je vais dire que ce que je trouve très intéressant dans ce qui m'est amené ce soir, c'est la façon dont l'un et l'autre relèvent des énoncés que je n'avais pas moi-même tellement relevé, un lieu où l'individu peut parler sans être attaqué. Merci de l'avoir relevé, parce que c'est-à-dire qu'effectivement, dès le début, un souci, je ne sais pas si c'est un souci de soi, mais un souci politique est présent. Hein, un souci de voir si la psychanalyse ne contribuerait pas à ce que les choses se calment un peu pour le sujet contemporain, parce que c'est vrai qu'il est souvent dans une position où il se sent sans cesse attaqué. Hein. Il y a une espèce de paranoïa de principe, hein, dans notre monde, et si vraiment je donne l'impression que la psychanalyse permette de sortir de ce type de position, j'en suis content. Alors, maintenant, sur beaucoup de choses qui ont été amenées sur le plan philosophique, les deux formes de la modernité, l'autonomie, la souveraineté, tout ce que tu as développé, Jean-Marie, je ne vais pas pouvoir reprendre ça. Moi, je dirais que d'une certaine façon, ce qui est amusant, c'est que, bon, j'ai commencé ma vie comme philosophe, étudiant en philosophie, obtenant tel ou tel titre de philosophie et voué à l'enseignement de la philosophie. Et petit à petit, j'en suis sorti. Et au fond, je suis sans doute par rapport à la philosophie dans une position, comment dire, clivée. C'est-à-dire qu'à la fois, parfois, ça me paraîtrait me faire revenir en arrière, hein, et parfois, je me dis, mais après tout, j'aurais pu, là, aller un peu plus loin pour interroger quelque chose. Alors, moi, ce que j'aurais interrogé, je m'en suis aperçu après, c'est des choses très simples, mais qui se trouvent chez Lacan. Par exemple, le questionnement de Lacan sur la responsabilité du sujet. Hein, parce que y a cette phrase que tout le monde connaît, de notre position de sujet, nous sommes toujours responsables. Ce qui est essentiel pour faire une analyse. Tu parles de la cure, de la fin de l'analyse, mais il faut déjà savoir si on peut en faire une. Pour pouvoir faire une cure analytique, il faut quand même que tout ce qu'on dit ne soit pas causé par on ne sait quel déterminisme, le social, notre famille, hein, le grand autre, etc. Pour faire une analyse, il faut qu'il y ait une parole, hein, où dont le sujet se trouve un peu responsable, hein, et qui même pour lui peut avoir des conséquences au niveau de la responsabilité de ce qu'il va faire, hein, si ce n'est pas le cas. Et en même temps, après tout, ce que Freud disait déjà, c'est que nous ne sommes même pas maîtres chez nous, dans notre maison. Hein. Dans notre maison, les choses se passent toutes seules, sans échappe. Hein. Et ça, c'est un des grands paradoxes que Lacan a affronté. Hein. Je crois, alors on semble être assez loin du dialogue, mais tu vas voir, pas vraiment, parce que qu'est-ce qu'ajoute Lacan? De notre position de sujet, nous sommes toujours responsables, mais il dit nous sommes responsables dans la mesure de notre savoir-faire. Ce qui veut dire que on peut être plus ou moins responsable, on peut avoir plus ou moins de savoir-faire, mais surtout, savoir-faire, c'est quelque chose, savoir-faire ou savoir-y faire, dont il parle dans tel ou tel texte à propos de l'analyste. C'est l'analyste d'abord qui est censé savoir faire ou savoir y faire.
hein. Et donc, on se dit que peut-être la question de la responsabilité du sujet ne va pas sans que le dialogue avec l'analyste n'y joue un rôle. C'est parce qu'il y a ce dialogue avec quelqu'un qui sait y faire que peut-être petit à petit quelque chose d'une responsabilité va se dégager. Tu vois? Donc voilà, déjà le dialogue est introduit là. Mais si je devais donner une suite, parce que je donne toujours des suites après, au bout d'un an ou deux, hein, ça me démange, et donc j'écris une suite. Hein. Et si je devais écrire une suite, mais bien sûr, on peut aller un peu plus loin que 10 heures, j'ai demandé. Ah oui. Bon, et si je devais écrire une suite, je parlerai également du dialogue à ce moment-là que le sujet, au-delà du dialogue avec l'analyste, peut mener avec lui-même. C'est-à-dire que ce qui lui permet d'être responsable, c'est qu'il n'est pas un, mais qu'à travers l'analyse, où il s'aperçoit qu'il y a des choses qui lui viennent comme ça, puis qu'est-ce qu'il en pense, etc., il commence par les refuser, puis les accepte. Il s'aperçoit qu'il est lui-même avec lui-même dans le dialogue. Et je rejoins là-dessus quelque chose qui, pour mon ami, le philosophe Francis Wolff, caractérise la raison au sens où lui la pose, qui est que la raison pour nous, modernes, c'est une raison dialogique. Oui. C'est justement une raison qui inclut le dialogue. Hein. Et donc, voilà. Voilà. Donc, si je ne vais pas aller trop loin, parce qu'il y a Vladimir qui a préparé des choses à nous dire, mais je reprendrai des choses philosophiquement autour de cela. Peut-être alors à partir, parce que ça se trouve dans un livre de Wolff qui s'appelle Plaidoyer pour l'universel, peut-être aussi à partir du fait qu'une fois qu'on définit le sujet à partir de la raison dialogique, qu'on a quelque chose pour situer les choses au niveau universel, comme quand toi, tu le situes au niveau de l'universel du langage, bien sûr, à la suite de Lacan, mais ce qui veut dire aussi qu'on est, je crois, en droit de ne pas trop céder aux sirènes du relativisme. Bien sûr, il y a des sociétés différentes, mais aujourd'hui, le risque est plutôt qu'on accentue les relativismes, hein, et qu'on dise, par exemple, que les droits de l'homme, c'est une affaire de société occidentale. Hein. Moi, je suis tout à fait opposé à ce genre de choses. Je suis pour qu'on défende fermement l'universalisme, et la psychanalyse se trouve du côté de l'universel. Oui. Hein. Enfin, tu te souviens que Lévi-Strauss, dans son dernier livre, Nous sommes tous des cannibales, présentait l'opinion inverse. Mais c'est vrai que l'anthropologie peut parfois donner l'impression qu'on est tellement occupé de la singularité d'une civilisation et tellement dans le besoin de ne pas la penser à partir de notre singularité, qu'on accentue les différences entre les uns. Mais voilà, ça c'est un grand débat entre la philosophie et les sciences humaines. Bien sûr. Bon, je passe la parole à Vladimir Safatli. Voilà, c'est à toi. Alors attends, est-ce qu'il faut rapprocher ça peut-être? Ici, ça va aller? Ok, donc merci Roland pour cette invitation. J'ai répondu lorsque vous m'avez demandé de discuter un peu votre livre, ton livre. Je lis le livre, je trouve assez, disons, voilà, je trouve assez important les questions qui ont été soulevées, mais il faut que je vous reconnais que les thèses du livre sont pour moi un peu difficiles à accepter. Donc, je crois qu'on a, disons, pas exactement une mésentente, hein, ce qui peut être une chose intéressante. Hein. En fait, il y en a trois, hein, à mon avis. D'abord, j'ai vraiment du mal à accepter l'idée de la psychanalyse comme dialogue. Hein. Je comprends un peu ton horizon, mais je me demande si vraiment dialogue, c'est vraiment le concept adéquat pour penser ce qui est de l'ordre de l'interlocution analytique. Hein. Le deuxième point, il y a aussi une certaine analyse sociale dont, entre autres choses, la catégorie de la perversion
elle apparaît comme catégorie analytique importante, hein, pour la compréhension de la nature des liens sociaux. Hein. Moi aussi, j'ai des questions à ce propos. Et le troisième groupe de questions tourne un peu autour des conséquences politiques de ces choix. Que je crois qu'il y a un peu ce qui, toi, vient d'indiquer là en disant que la psychanalyse est du côté de l'universel, et s'il n'y aurait pas d'universel, bien, par exemple, des acquis importants, apparemment importants, comme les droits de l'homme, ne pouvaient pas être soutenus. Donc, d'abord, sur la question du dialogue, pourquoi est-ce que j'ai un peu du mal à te suivre là-dedans? C'est parce que pour qu'il y ait dialogue, il faut au moins, disons, 3 éléments qui, à mon avis, ne sont pas présents dans une interlocution analytique. Le premier, c'est l'existence d'une grammaire commune, de l'assurance d'une grammaire commune entre tous les locuteurs. Hein. C'est-à-dire, bien sûr, les locuteurs ils peuvent comprendre d'une certaine façon les énoncés, mais ne peuvent pas codifier exactement les énoncés. Hein. Donc, c'est parce que ce qui est de l'ordre de l'inconscient, dans ce sens, c'est plus proche d'un genre de langage privé que de n'importe quelle autre chose. Je crois que ce n'est pas par hasard que Lacan va insister que l'essence du langage, c'est les malentendus. Hein. Et je me demande si la question analytique fondamentale n'est pas exactement la expérience de l'absence de dialogue et la façon dont l'analysant doit, à sa manière, disons, se rapporter à cet antagonisme fondamental. Hein. Donc, il ne me semble pas que l'analyse puisse garantir, disons, une certaine Aufhebung de cet antagonisme, mais au contraire, qui peut être la question clinique plus importante, c'est de pouvoir donner à l'analysant les possibilités de vivre cet antagonisme fondamental d'une absence qui n'est pas seulement entre l'analyste et l'analysant, mais aussi dans les champs sociaux, une absence radicale d'un genre de grammaire commune qui pouvait, d'une certaine façon, organiser, hiérarchiser et définir la nature de nos conflits. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que pour qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait des énonciateurs personnifiés. Donc, des énonciateurs qui peuvent parler de leurs intentions, qui peuvent assumer leurs intentions, si on peut, comme tu as indiqué bien, cet ensemble possible pour donner à l'idée de responsabilité, mais j'ai un peu du mal aussi avec ce genre d'interprétation, parce que peut-être la situation analytique est une situation absolument dépersonnalisée en ce sens. Ce n'est pas par hasard qui même l'idée de transfert n'est pas pensée sous la forme d'une intersubjectivité, bien comme tu sais mieux que moi, c'est-à-dire ce n'est pas par hasard que l'idée même de reconnaissance intersubjective va être écartée de l'horizon lacanien pour que la reconnaissance elle puisse, disons, être soutenue, mais pas du point de vue intersubjectif. Donc, cette idée totalement paradoxale d'une reconnaissance non intersubjective, d'une reconnaissance qui passe pas exactement par la confirmation des intérêts des sujets, mais qui passe par une destitution subjective, hein, qui passe par une situation où ce n'est pas les sujets qui agissent, mais en fait, ce sont les objets qui agissent. Hein, c'est-à-dire, je crois que ça nous met totalement en dehors d'une certaine notion d'abord d'autonomie, d'autre part d'individualité, et surtout, ce sont des conditions fondamentales pour qu'un dialogue puisse exister. Et donc, ça serait le deuxième point. Et le troisième, c'est que, bien, ce sont les objets qui, en fait, sont les éléments les plus importants du processus analytique, pas exactement les sujets, c'est la circulation des objets. Donc, je me demande si cette circulation, bien sûr qu'elle passe par les langages, mais si elle ne nous oblige pas à penser des dimensions de langage qui ne sont pas réductibles à une idée de dialogue, une idée de communication,
une certaine idée, disons, consensualiste de l'usage du langage. Et là, je passe au deuxième point, parce que ça, en fait au troisième, parce que ça a des conséquences politiques importantes, à mon avis. Parce que je comprends bien ton choix. Il est un choix politique assez conscient, c'est-à-dire il faut que l'expérience analytique soit l'espace fondamental d'une dynamique de dialogue que la société ne connaît plus, parce que d'une certaine façon, la psychanalyse apparaît comme une certaine gardienne d'une possibilité même disons, d'un certain mode de reconnaissance qui va mettre sortir d'une conflictualité, disons, chaque fois plus fort, qui serait un peu la marque de notre moment historique. Et donc, moi aussi, sur ces points aussi, il faut que je présente un peu mon désaccord, parce qu'à mon avis, la question fondamentale, peut-être pour qui tout genre possible de reconnaissance soit effectif, c'est de reconnaître que jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui concernait le discours universaliste était trop peu universaliste. Tout ce qui concernait, disons, les garanties fondamentales d'un espace de non-violence était d'une violence accrue et marquée par une certaine non-vouloir voir certaines violences qui étaient immanentes à nos sociétés libérales. Il ne me semble pas que la psychanalyse doit, d'une certaine façon, se baser sur une illusion. C'est-à-dire au contraire, il me semble que peut-être sa compréhension d'un genre de conflictualité immanente au langage, d'un antagonisme fondamental du langage, qui ouvre l'espace pour qu'un sujet donc, qui apparaît avec ses symptômes n'essaie pas d'être guéri par les symptômes, mais de transformer les symptômes dans une potentialité créatrice d'une normativité nouvelle. Il me semble que ça va porter aussi des conséquences politiques sur cette forme d'universalisme, c'est-à-dire ce qui implique, entre autres choses, on se demande quel pourrait alors être un universalisme possible qui intègre dans son mouvement même la critique de tous ces universalismes qui ont été jusqu'à maintenant utilisés dans le champ politique. Bien, j'aurais plus d'autres questions, mais je crois que ça pourrait permettre un débat. Oui, je te remercie. Et là, effectivement, c'est dommage, je ne sais pas, on va prolonger un tout petit peu quand même, mais là, il y a vraiment des questions directes qu'on pourrait aborder, discuter. Moi, j'aurais presque envie de les prendre à l'envers, hein, c'est-à-dire de les prendre à partir de la politique, hein, et de dire que ce qui permet quand même aux analystes de parler de la politique, c'est qu'ils y sont confrontés tous les jours dans leur groupe. C'est-à-dire que quand même, il y a quelque chose à quoi on n'a pas parlé jusqu'à présent, mais qui pour moi est tout à fait important, et qui est que ce livre a aussi un sens. Je veux dire, bien sûr, il a un sens par rapport à notre actualité politique, au besoin que le sujet ne se sente pas attaqué, à l'individu moderne, etc. Mais il a un sens par rapport à la façon dont, dans l'histoire, se sont structurés les groupes analytiques. Parce que, quel est le problème? Le problème, bien évidemment, c'est que la psychanalyse, en faisant voir les illusions, l'inconsistance de certains développements pseudo-rationnels, etc., hein, montre au sujet à quel point il est assez souvent dans le malentendu et que c'est irréductible. C'est-à-dire que même avec la meilleure cure du monde, il n'arrivera pas à lever tous ces malentendus. Et les groupes de travail, les séminaires, etc., où nous discutons, où nous essayons d'analyser des choses qui pour nous sont essentielles. C'est bon là pour
comment dire, eux aussi butent sur ces malentendus, butent sur ces impasses, butent sur… alors tu l'as dit de différentes façons, hein, mais il y a un problème par rapport à ça. C'est que de plus en plus, petit à petit, du fait même de ces dimensions là, qui sont présentes, qui fonctionnent, qui sont peut-être particulièrement vives dans les échanges analytiques, à quoi est-ce que ça menait? Est-ce que ça a mené au fait que les différents analystes, quand ils se rassemblent, quand ils essayent de travailler, acceptent cette part de malentendu et donc aussi d'incertitude? Parce que si je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que tu dis, je ne peux pas m'assurer que ma réponse va être plus valable que ta façon de parler. Hein. Donc, est-ce que les analystes en sont restés là? Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que sur base de tout ce que tu décris, les analystes en viennent à des prises de pouvoir encore plus importantes, encore plus fermes, parfois encore plus féroces que dans d'autres milieux. Hein. C'est-à-dire que là où nous devrions être le plus loin de formulations péremptoires, c'est au contraire le péremptoire qui vient, hein, et qui empêche qu'on avance, qu'on débatte, qui empêche les plus jeunes, par exemple, hein, de se sentir autorisés à parler, à discuter, à amener des arguments. Hein. Et tu n'as pas parlé du deuxième point que vous avez amené, hein, c'est la perversion. Ouais, elle vient tout à fait là. C'est-à-dire que c'est vrai que ce n'est pas très explicite dans mon livre, peut-être ça aussi, ça devrait être pris. C'est vrai que c'est compliqué parce que perversion, la question est de la question de l'extension de cette structure. Hein, mais il est certain que le monde contemporain, soit qu'on parle avec Jean-Pierre Lebrun de perversion ordinaire, soit qu'on parle, comme j'essaye de le faire, d'une dimension anthropologique de la perversion, parce que tous, nous voulons justement combler ce manque, hein, qui troue notre désir. Bon, soit qu'on repère des choses très équivalentes à ce que disaient Freud et Lacan en décrivant la structure perverse, hein, c'est vrai qu'elle prend une grande place. Hein. Ça serait à prolonger, peut-être pas uniquement là dans un travail personnel, mais puisque plusieurs ici ont repéré que c'est aussi un travail que nous faisons dans un groupe de travail, hein, quelque chose qui pourrait occuper notre groupe de travail, peut-être pas exclusivement, mais être important l'an prochain. Oui, moi je vais te dire, malgré tout ce que tu dis, et bien que je reconnaisse tout ce que tu as fait valoir sur le fait que ce qui circule comme discours dans une cure est très loin de… je ne sais plus comment tu le dis, mais en tout cas, bon, est plutôt du côté de l'absence de sens, enfin, en tout cas de capitalisation du sens. Et donc, loin du dialogue, je maintiendrai, par exemple, je pense qu'il y a une grammaire commune entre l'analyste et l'analysant. C'est-à-dire que dans la façon dont nous mettons en place les conditions, enfin la cure, la façon dont nous parlons à l'analysant, la façon dont nous écoutons telle ou telle chose, hein, fait que, d'une certaine manière, comment dirais-je, chacun ne reste pas dans son discours privé. C'est-à-dire qu'il y a justement un accès de l'analyste. C'est très net. Parfois, quand un analysant nous dit quelque chose, pendant que nous l'écoutons, il nous vient des associations avec des choses qu'il a pu dire éventuellement des semaines avant. Hein, et à ce moment-là, l'analysant les retrouve lui-même. C'est-à-dire qu'il y a, peut-être pas une intersubjectivité, mais Lacan, assez tôt, parlait de l'action comme transindividuelle. Hein, il y a quelque chose de transindividuel, et il y a, même mieux encore, ce que disait Lacan, c'est que quand quelqu'un vient le voir, la première chose qu'il fait, c'est qu'il lui apprend son métier. Il lui apprend son métier d'analysant. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que d'une certaine façon, il l'introduit à une sorte de grammaire qui va leur permettre tous les deux de parler. Hein, et ça me paraît important dans notre façon d'être dans la cure.
Peut-être dire un mot sur ça. Ouais, voilà. Oui. Jean, j'ai peur que si on accepte qu'il y a une grammaire commune entre l'analysant et l'analyste devient le garant de la grammaire. Donc, s'il devient le garant de la grammaire, alors je ne vois pas pourquoi est-ce que dans la fin d'un processus analytique, il devrait être dans une position de jet, c'est-à-dire qu'il doit avoir un genre d'éjection de l'analyste. Parce que s'il y a une déjection de l'analyste, c'est entre autres choses parce qu'il y a de la parole de l'analysant qui ne peuvent pas être interprétées par l'analyste. Il sait comment vivre avec ça. Mais il n'est pas éjecté. L'analyste n'est pas éjecté aujourd'hui. Déjeté, il n'est pas jeté, il n'est pas rejeté, il n'est pas tout ce que tu veux. Il n'est pas, je ne sais pas quel mot tu employais, parce que, un portugais. Déjection. Déjection. Oui, bon, oui. En tout cas, il n'est pas en position de petit A, puisque c'est ça, normalement, à la fin de la cure. Oui. Voilà. Il n'est pas là. Et la preuve, c'est que le transfert est interminable. Je veux dire que par là, des gens ont fait une analyse avec monsieur Untel. Et 30 ans après, ils sont exactement dans la même position par rapport à monsieur Untel. Tu ne crois pas que ça soit un problème? C'est un problème. Mais c'est un problème. Mais justement, je pense qu'avec ce que j'essaye de dire sur la grammaire commune, en tout cas, elle n'est pas entre les seules mains de l'analyste. C'est-à-dire que d'une certaine façon, au bout d'un certain temps, les analysants, ils disent oui, mais enfin là, je pense qu'avec ce que j'essaye de faire, j'essaye de leur rendre la parole. Alors que d'une certaine façon, si tu lis bien mon livre, ce que Ferenczi a déjà montré, c'est comment leur enlever. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qu'ils n'avaient plus le droit de dire. Ils sentaient qu'il y avait des choses qu'ils n'avaient pas le droit de dire. Si Ferenczi, par exemple, dans tel ou tel article, dit que parfois nous avons encouragé les analysants à nous agresser, c'est parce qu'ils n'osent pas le faire. Parce que justement, il n'y a pas de grammaire commune où on peut communément accepter les échanges un peu vifs. Tu vois, par exemple. Tu comprends? C'est ça que j'essaye de dire dans mon livre. Bon, comment on procède? Oui, tu as une question? Non. Comment on procède? Est-ce qu'on donne la parole Si quelqu'un veut. à quelqu'un de la salle ou est-ce qu'on peut donner la parole aux personnes? Oui. Quelqu'un veut dire quelque chose? Après. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur le Zoom? Je pense que cette question-là que Vladimir Safat a soulevée sur la grammaire, qu'il n'y a pas une grammaire commune entre l'analyste et l'analysante, ça remet pour la question que M. Donegani a soulevée aussi, qui c'est la conception pragmatique présente dans la pratique des paroles dans l'analyse. Cela veut dire donc que si l'idée d'une grammaire universelle nous renvoie à l'idée que Freud a repris dans le cas chez Weber d'un langage fondamental, d'une langue fondamentale, c'est qu'on peut remarquer dans la pratique analytique, c'est un contrat pragmatique entre analyste et analysant, où peut-être la question universelle est peut-être mise en question. Je pense que ça, c'est tout à fait fondamental. La question universelle est mise en question. Nous sommes en train de, si l'on peut penser à une sorte de société des sujets et non pas une société d'individus, nous sommes amenés à concevoir que cette société des sujets, c'était une sorte de société des sujets insuffisante. C'est la question de l'insuffisance qui se pose au premier plan. Et c'est à cause de ça qu'il faut faire un contrat contingent, pragmatique, historiquement organisé, bien repéré. Mais ça pose en question la question de l'universalité, je crois. C'est à cause de ça que j'ai mis l'attention sur la question du discours sophistique, pour sortir exactement de l'universalisme platonicien, exactement pour ça.
Oui, bon, sur l'universalisme, vraiment, c'est une question forte, importante. Je veux simplement dire à Vladimir que je suis d'accord avec ce qu'il disait quant au fait qu'il ne faut peut-être pas se satisfaire d'un appel formel à l'universalisme, mais trouver un universalisme qui intègre les critiques de l'universalisme. Lui, pour le coup, serait plus cohérent, plus pertinent. Oui, alors l'idée de contrat avait été… Alors, par exemple, l'idée de contrat, je ne sais plus quel est l'analyste qui avait insisté sur le fait la psychanalyse devait être contractuelle, c'est-à-dire, je ne sais pas si ça rappelle quelque chose à l'un d'entre vous, moyennant quoi, moi je sais qu'on avait… on avait eu, voilà, on avait eu à Lali, à l'association, je ne sais pas si elle était déjà à Lali à l'époque, des choses sur autour de ce thème, ah oui, c'est ça, du contrat social à partir de Rousseau, etc. Et j'avais été chercher cet analyste dont le nom ne me revient pas, et donc avec, comment dire, mes préjugés lacaniens, je disais, mais pas du tout, comment, c'est pas possible, comment on pourrait même imaginer un contrat, alors que justement, il faut ménager une dissymétrie, c'est-à-dire que l'analyste ne peut pas s'aliéner dans, par exemple, un contrat. Bon, je pense effectivement que le rapport entre analyste et analysant n'est pas codifiable, mais que quand même, c'est dans la pratique que nous marquons qu'il y a quelque chose qui n'est pas l'arbitraire. Hein. Si nous ne voulons pas d'un contrat analytique, ce n'est pas pour retomber dans l'idée que l'analyste peut faire ou dire absolument selon son bon plaisir, hein, et que ça n'aura aucun effet. Hein, c'est ça aussi qui, pour moi, fait que c'est un livre actuel. C'est que je crois que nous avons à revenir sur un certain nombre de perceptions que nous avons eues pendant des dizaines d'années, hein, sur la façon… oui, Denis Gagny aussi, à un moment donné, mais il a dit tellement de choses, Jean-Marie, mais amener la question de la direction de la cure. Voilà, est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que, un, il y a une direction de la cure, et que deux, le fait qu'effectivement, seul l'analyste dirige la cure n'empêche pas que ce soit un dialogue pour autant. Hein. Après tout, il peut y avoir un dialogue entre celui qui propose une direction et celui qui y entre avec éventuellement des réticences ou des… Hein. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions à partir du Zoom? Oui. Alors. Je voulais faire une petite intervention. Ah, pardon. Oui, vas-y, Étienne. Oui, non, mais moi, il me semble qu'un point qui est très important, c'est d'entendre, enfin, moi, je te remercie, Roland, pour ce livre que j'ai trouvé passionnant, hein, mais c'est cette dimension de division qui est inhérente au dialogue. Si on n'entend pas cette question du dialogue comme une division, à ce moment-là, effectivement, ça pose beaucoup de problèmes. Par contre, si on tient cette dimension de la division comme essentielle à ce qui structure le dialogue, alors je crois que c'est effectivement l'analyse est du côté du dialogue, comme tu le dis. Enfin, voilà, je voulais simplement insister là-dessus. Peut-être qu'on peut reprendre la notion de malentendu à partir de ça. Oui, hein, exactement. Si, justement, dans la cure, l'analysant fait l'expérience du malentendu avec lui-même. Il dit une chose, il s'aperçoit juste après qu'en fait, il voulait dire une chose, il a dit le contraire. Hein, c'est formidable. Et il ne sait même plus après où est-ce qu'il en est. Est-ce qu'il est plutôt du côté de ce qu'il a dit ou de ce qu'il croyait dire ou de ce qu'il voulait dire. Hein, c'est ça qu'il y a dans la cure, bien sûr. Hein. On peut rappeler là que la tragédie grecque est née lorsque les Grecs se sont rendus compte que l'homme était un problème pour lui-même. Hein? Et c'est bien ce que tu reprends. Et on sait bien que la psychanalyse est née de la tragédie, quoi. Hein, et que c'est très difficile qu'il y ait une psychanalyse là où il n'y a plus de tragique, quoi. Et la question du dialogue, tu n'arrêtes pas de la marteler de cette façon-là. C'est-à-dire, le dialogue suppose d'abord un dialogue avec soi-même, hein, ce que beaucoup ont perdu. Hein. Et là où il n'y a plus de dialogue, notamment dans les groupes analytiques, parce qu'il y a une sociologie des groupes analytiques, hein, où on pourrait faire une sociologie des groupes analytiques,
hein, dans le sens où, comme pour qu'il y ait un dialogue, ce qu'on suppose dans un groupe analytique, quand même, c'est un esprit de camaraderie, quoi. Hein, et la camaraderie, c'est le dialogue, d'une certaine façon. Mais le dialogue suppose qu'on reconnaisse l'autre comme étant capable, comme étant lui-même analyste pour que le dialogue soit possible. Et justement, il paraît que dans la passe avec Lacan, c'était une question qui était sérieusement posée. Quels sont les critères qui permettent de reconnaître un analyste? Un des critères majeurs, c'était que l'analyste reconnaisse qu'à côté de lui, il y a un autre analyste que lui. Et c'est ça le début du dialogue. Hein? Merci Christian. Je ne pensais pas. C'est vrai que ce soir, j'avais prévu de parler plutôt à partir de ce qui serait dit. Mais c'est vrai que une des choses que je trouve importante politiquement, c'est de rappeler que lorsque Lacan a proposé la passe, il n'avait pas seulement comme idée qu'à travers la passe, on pourrait apprendre quelque chose sur ce qui fait qu'un analysant, à travers sa cure, est conduit à prendre la position de l'analyste. Il pensait qu'à travers la passe viendrait justement la possibilité pour des gens qui en venaient à être analystes, pour une fois, disait-il, de dialoguer entre eux. C'est-à-dire qu'ils ne croyaient pas du tout que leurs aînés dialoguaient, hein, et qu'il espérait que quand même le fait d'avoir traversé une analyse, alors, est-ce que, voilà, mais ça sera à reprendre, est-ce que le fait d'avoir traversé une analyse fait qu'on est un peu moins éloigné de la possibilité de dialoguer? Je sais bien, au fond, chaque fois qu'un analyste avance dans une théorie, il a l'impression que personne ne va l'entendre. C'est-à-dire, il a tellement saisi quelque chose d'une manière singulière, hein, qu'il est effrayé à l'idée comment est-ce qu'il va faire entendre son expérience singulière. Hein. Mais je crois qu'il me paraît important de ne pas renoncer à l'idée que le singulier, dans l'analyse, on peut finalement en faire un bien commun. Hein, vous voyez jusqu'où je vais, hein, je suis drôlement optimiste. Je voudrais dire que… Ah oui, Attends, il y a une question. Attends, il y a une question fatale. Attends, Joël. Un petit mot. Ah, petit mot, alors après. Cette histoire de dialogue avec soi-même, ça me dérange un peu. Hein? Parce que je pense qu'il est de la même façon que l'analysant adresse la parole à l'analyste. Il envisage les grands autres à travers les petits autres de l'analyste. De la même façon, je pense que l'analyste, quand il fait ce dialogue intérieur, il s'adresse à un grand autre. Ce n'est pas une vision subjectiviste de ce dialogue-là. Et c'est à cause de ça, je pense que c'est le plus important dans cette expérience analytique, c'est le fait que l'analyse du analyste est mise en question à chaque analyse, à cause même qu'il est dérangé par cette parole nouvelle que l'analysant l'adresse. Alors, dialogue intérieur, je pense que c'est une notion psychologique, c'est un certain psychologisme. Oui, je ne sais pas. J'en parlais dans un sens très différent, mais écoute, je ne vais pas prendre le temps ce soir, tu m'excuses, hein, Joël, on a déjà échangé un peu. En revanche, il y a Carolina Queiroz qui peut peut-être dire quelque chose que lui. Alors, il vaut mieux venir ici, Carolina. Hein? C'est juste un petit rajout, en fait, dans ce que… Vous pouvez enlever le masque pour parler. Ah, okay. C'est juste pour ajouter une chose dans ce que vous venez de dire, en fait de transmettre quelque chose de singulier dans l'espoir que quelqu'un dans les milieux analytiques puisse comprendre. Mais je pense que le maxi de singulier qu'on peut transmettre, ce qu'on a en commun, en fait, c'est que chacun a cette singularité. Ça ne veut pas dire que l'autre va comprendre la dimension de la singularité que vous avez saisie. Mais voilà, on partage ça en commun. Le fait d'avoir saisi quelque chose d'assez singulier et peut-être c'est tout.
Et là, en fait, ça témoigne un peu à la faveur d'un dialogue possible, mais aussi à l'impossible du dialogue, je pense. C'est à la fois le... Oui, pourquoi pas. Moi, ça ne me dérange pas que par ailleurs on dise que... Vous savez, Freud disait que la psychanalyse était un métier impossible. Alors, si je le dis que la psychanalyse, c'est le dialogue et que le dialogue est impossible, ça ne me gêne pas du tout. Non, ce que je trouve important, c'est ce que vous avez dit quant au fait que déjà, si la personne qui a saisi une singularité, peut-être pas à la faire admettre le contenu, mais à faire admettre par les autres qu'elle a le droit à cette singularité, c'est déjà pas mal. Hein. Et je proposerai quand même, vu qu'on est moins nombreux, il y a des gens de la salle qui sont partis, qu'on en reste là, hein, si Christian Hoffman qui mène la soirée est d'accord, mais même Christian s'est levé. Hein. Oui, elle a parlé, ben, tu ne l'as pas écouté, mais elle va te rappeler pour toi tout seul. Voilà. Bon, Joël a parlé? Joël a parlé. D'accord. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole encore? Oui. Ou est-ce que... Alors, sur quoi on va t'interroger encore? Tu sais, on avait dit déjà, il est 10h12. Oui. Non, mais il y a une question, il y a juste une question que je voudrais traiter parce que j'y tiens personnellement comme à la prunelle de mes yeux analytiques peut-être, j'en sais rien. Des oreilles, alors. Ah, le regard quand même, la skise du regard. C'est lorsque tu parles de la responsabilité et de la fameuse proposition de Lacan comme quoi l'analyste ne s'autorise que de lui-même. C'est une chose qu'il faut débattre aujourd'hui, absolument. Et comme tu la mets sur le tapis, on pourrait en dire un mot, parce que ce qu'on oublie souvent, d'abord, tu le rappelles, c'est que l'analyste ne s'autorise que de lui-même et de quelques autres, ce qui pose la question du groupe et du dialogue, comme on l'avait dit. Mais il y a autre chose qu'on oublie souvent, c'est que Lacan disait, on ne s'autorise que de soi-même lorsqu'on est analyste. Donc, on ne s'autorise que si déjà on est analyste. Hein? Donc, ce n'est pas une autorisation gratuite. Oui, ce n'est pas de l'anarchisme. Donc, ça suppose quand même une reconnaissance de l'analyste pour qu'il puisse s'autoriser de lui-même. Hein? Écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui. Et peut-être nous terminerons sur ce. Voilà. Donc, je crois qu'il y a une fatigue, hein, il me semble. Vladimir, tu veux rajouter? Non. Bon, donc, on remercie Chan, on remercie Thomas de Barros, viens un peu ici. Thomas de Barros. Yannick Poirier de Chan. Oui, et Yannick Poirier de Chan. Thomas de Barros, notre jeune ami de Sciences Po. Hein? Voilà. Hein? On le remercie beaucoup. Un de nos amis brésiliens. Et puis, on vous remercie pour votre participation et surtout Roland pour son bouquin et les différents intervenants, Vladimir et d'autres. Et puis, il y aura à la rentrée une poursuite de ces débats, notamment avec Catherine Niot. Je crois qu'on a prévu quelque chose. Et puis, notre groupe continuera à fonctionner l'année prochaine, bien sûr. Merci à tout le monde. Salut, Joël. Et bonnes vacances pour ceux qui en ont. Salut, voilà. Joël. Salut.